Mhm. C'est tout ce que tu as à faire. Tu fais juste swapper le YAML puis that's it. Parce que quand je regarde mon adresse IP, j'ai un 10.0.2.4, ce qui est clairement pas une de nos adresses actuelles. Ben, Ça, c'est c'est-à-dire, une adresse DHCP, ça. Là, tu veux passer en statique ou... ouais, c'est ça, je suis en DHCP. Mais Ok. là, c'est juste le serveur, ben, c'est-à-dire le routeur qui est en DHCP, le client, puis le serveur est resté en statique. Voilà, mais là, c'est un exemple, hein. C'est juste pour vous montrer comment on passe du DHCP au statique et inversement. Mais ça pourrait Mais fonctionner, de garder juste le routeur en DHCP puis utiliser des statiques sur les deux autres. Puis là, je peux pigner quand même. non, Right? non, Hein? Non? non. Oh non? Oh non? OK. Parce que c'est des réseaux là perso qu'on a mis là. Puis les réseaux qui sont en DHCP, c'est 10.02. Ça marche pas. Oh, OK, OK. Ouais. Pas Makes possible. sense. Ouais. Faut être en statique. Et quand vous allez changer les noms de fichiers, à la fin, il faut pas oublier de faire sudo netplan apply. Pour appliquer, pour qu'il aille relire la config et qu'il trouve le fichier .yrml dans lequel il va appliquer la config. Ça va? Donc vous changez les noms, mais ça suffit pas. Après, il faut pas oublier de relancer le service réseau. Ça va? Êtes-vous correct? Dans mon côté, je suis pas capable de ping de bout en bout. À partir du PC client, Ouais, mettons Ubuntu vers CentOS. ok, est-ce que tu pings le routeur des deux côtés? Hop. De ce côté-là, oui. Ouais, des deux côtés, ouais. Puis de l'autre côté, j'ai eu la valeur 1 comme réponse, là, tantôt quand j'ai fait la commande. Ok. Ah, le serveur CentOS, ça se peut qu'il y ait un pare-feu. Ouais. Ouais, là, j'ai le client CentOS, j'ai même pas le serveur. Attends un peu. UFW. Ouais, ça donne pareil. C'est firewallé, je pense. OK. Je fais Firewall CMD. C'est firewallé. Il est actif, c'est pour ça. Donc tu peux OK. pigner à partir du serveur CentOS ton client. Puis si lui, tu veux le pigner, bah, pour faire rapide, là, tu l'arrêtes, tu fais un stop, puis c'est bon. Je vais essayer. OK, effectivement, ouais. Merci. Georges, moi, mon serveur, c'est un Ubuntu, c'est un clone. Mhm. Puis, il n'y a il y a pas de firewall dessus. En tout cas, quand je tape la commande SFW, il ne reconnaît pas. Et, C'est je suis UF. capable. Oh, excuse. C'est UF, Uncomplicated Firewall sur Ubuntu. Oh, coudonc. Mais normalement, il laisse passer les pings, hein. Ben, ça ping pas. Je suis capable de pigner la deuxième interface à la sortie du routeur, mais quand j'arrive sur le serveur, ça y va pas. Au bout, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ok. Fais IP C'est route pour voir si tu as une passerelle. Oh, shit. Ben, 10.2.2.0. Non. Passerelle, c'est l'adresse IP de l'interface du routeur qui est connectée avec nous sur le même réseau. C'est une adresse IP unicast. C'est pas l'adresse du réseau. Donc, normalement, ça devrait être 10.2.2.1. Ouais, c'est ça. En slash 24, c'est le 2.2.0, mais après ça, l'autre au bout, là, mettons sur une même ligne, au bout, c'est écrit 10.2.2.1. Je sais pas si tu me suis, là. Mettons que tu le ferais à IP route Normalement, sur ton routeur, là. sur le routeur, il n'y a pas de passerelle. Normalement, ça devrait être marqué comme ici, là, default via 10.2.2.1, c'est ça que t'as? Le default, normalement, c'est 0.0.0.0/0. Ça, c'est une passerelle par défaut. Mhm. Donc, normalement, ça devrait donner ça comme résultat. Default via 10.2.2.1.
Si tu as juste la ligne 10.2.2.0 dev blablabla, c'est que la passerelle par défaut, elle n'a pas été configurée. Oh. Bon, OK. C'est ça le problème. Donc C'est sur le bon. routeur, je me souviens plus si on l'avait fait. Georges? Je vais juste vérifier un truc. Ouais, ça, on l'avait mis en commentaire. Bah, il était là. Donc sur ton serveur, s'il manque la passerelle, il faut que tu mettes routes to default via, puis tu mets 10.2.2.1. C'est ça qui te manque. OK. 10.2.2.1 à la place de 192.168.1. Ouais. OK. Ouais. 10.2.2.1. Parfait. Ouais. Merci. Pas sur le routeur, hein, sur le serveur du bout. Hein. OK. Parfait. Oui, Thérèse? Oui, Georges, je disais, quand je voulais modifier DHCP avec l'extension YAML en Orish, quand j'entre dans mon fichier, je trouve que il est déjà en Orish et que le statique est déjà en YAML. Ouais, mais justement, le but, c'était de montrer l'inverse. L'exemple que je vous ai donné, c'est si vous avez dhcp.orig, vous le mettez en dhcp.yml, le static.yml en static.orig, c'est pour passer en DHCP. Après, vous avez une connexion Internet. OK, quand on met le DHCP en YAML, OK, OK, C'est le fichier qui va être merci. lu. C'est le fichier qui va être lu par le D'accord, NetPlan, donc il va mettre la configuration DHCP. C'est le d'accord, fichier qui a l'extension .yml qui est actif. d'accord, OK, merci. C'est dans le lab, là, le prochain lab, justement, il va falloir que vous passiez de DHCP à statique. De statique à DHCP, de DHCP à statique, donc pour ça, je vous ai montré la manipulation. Je me demandais aussi, Georges, excuse-moi encore, la fameuse commande que tu nous as montrée dans les notes de cours qui est echo, net IPv4, IP forward, puis etc., etc. Je me demandais, cette commande-là, tu fais juste cette commande-là si tu veux passer en DHCP? Ouais, cette commande-là? Non, c'est pour le routage, ça. Activation du routage. OK. Parfait, excuse-moi, parfait. Fait que t'as bien beau être en statique ou en DHCP, tu peux faire la commande-là pareil si on veut. Oui, c'est indépendant. OK, parfait. Georges, excuse-moi. Ouais. Quand j'active le DHCP.yml, quand je veux pinguer le Google, il me dit Google Temporary Failure in Name Resolution. C'est un problème DNS. Là, normalement, quand tu le fais, là, le DHCP, ça n'a touché à rien. Ton routeur, il était bien en NAT Network. Ouais. Tu as fait sudo netplan apply. Oui. C'est quoi l'adresse IP que tu as récupérée? Je vois une adresse en IPv6. Non, en IPv4. Si tu n'en vois pas, c'est que tu n'en as pas. Ok. Si tu fais IPAD, là, tu es censé normalement. Bah, j'en ai pas. Ok. Est-ce que tu es dans ETC Netplan? Oui. Ok. Dans ETC Netplan, est-ce que tu as dhcp.yml? Oui, Et ton statique, il est .orig? exactement. Ok. Puis tu as fait sudo netplan apply? Oui. Et refais-le. Tu fais IPAD. J'arrive toujours pas à avoir une adresse. Ok. Ton adresse, ton interface s'appelle bien ENP0S3. Oui. Dans ton 4dhcp.yml, l'interface, ça s'appelle bien ENP0S3. Ouais. Okay. Dans VirtualBox, là,
Ton réseau NAT Network, là, il est activé. Le serveur DHCP. Oui, c'est activé. Ok, partage ton écran. Ok, va sur ton serveur. Fais IP add. Ok, fais un fais LL. Je vois les fichiers. Ok, fais un cat, un sudo cat dhcp.ykml. Ouais, c'est bon. Refais sudo netplan apply. Quand même formateur, ça. Fais IP add. C'est DHCP, hein, le nom du fichier. Ouais. Fais voir les interfaces là, dans VirtualBox, en quoi elles sont configurées. Va sur ton. Ok. Oh, c'est bon, on le voit ici. Ok. Oh. Network. Ok. Ok, c'est bon. Et quand tu étais en statique, tu avais les deux adresses IP qui étaient sur tes interfaces. C'était Ouais. correct. Ouais, c'était correct. J'arrivais à Ok. pinguer à l'autre. Ok. Sur ton poste physique, là, tu sors sur Internet. Ouais. Ok. Remets-toi en statique pour voir. Ouais. Bon, c'est l'inverse. DHCP, c'est .ykml. Premier. Tu le mets en origine. Fais sudo netplan apply.
IP add. Ok. Puis on recommence. Rechange ton nom de fichier là. Non, origine. Mets-le en dhcp.yml. Ok. Statique. Le nom d'origine. Okay. Puis on lance le netplan. IP add. Je peux pas. Peut-être un problème DHCP avec son Ah, attends. VirtualBox. Non. Ok. Va dans VirtualBox. On va voir les cartes réseau. Ok. Ok, on la voit là, c'est DA4. ABA4 pour la Mac. Ok, c'est bon. On retourne dans le serveur pour voir c'est laquelle ABA4. ABA4, ouais, c'est la bonne. Une P0S3. C'est correct. Fais un sudo nano de ton dhcp.yml. Ok, au lieu d'S3, mais S8, on va essayer sur la deuxième. Okay, sauvegarde. Relance le netplan. IP add. C'est communiqué pas avec le. Remets S3, on va remettre comme c'était. Okay, sauvegarde. Relance. Okay. Retourne dans VirtualBox. Va dans les cartes réseau, là, dans outils réseau. Il changerait de NAT Network, peut-être, ça changerait quelque chose. Ça semble être VirtualBox, ce problème. Ouais, bah, je sais pas trop là. Je sais pas trop. Pourquoi ça bug? Tout a l'air correct là. Peut-être un redémarrage. Ouais, ça peut être peut-être un bug de la VM. Ok. Ou un bug de VirtualBox, mais redémarre la VM pour voir. Attends, fais iPad là. Dans quel config t'es là? Fais iPad. Là, t'es en DHCP, c'est ça? Oui. Ok, bah reste comme ça, puis redémarre. Ouais. Ok. Voir si ton NP0S3 il récupère son adresse réseau. Parce que tout était bon. Je sais pas pourquoi là, il buguait là. Oui, Georges? Thérèse. Oups, excuse. Oui, Georges, j'ai changé, j'ai mis en DHCP, mais je ne parviens pas. Et le ping de Google fonctionne, mais je ne parviens pas à pinguer le poste client avec le serveur et inversement. Non, ça c'est normal. À partir du moment que tu es en DHCP, tu n'es plus connecté sur le réseau fermé là. Normalement, tu dois être capable de pigner Internet. Ok, j'ai pu pinguer, le ping de Google fonctionne chez moi. Ouais, c'est bon.
Donc là, tu es capable de passer en DHCP et d'avoir une connexion sur Internet. Je sais pas qui a son micro, tu peux le couper là. Puis quand tu veux passer en statique, ben, tu rechanges, puis là, tu vas retrouver tes adresses IP. Puis là, ça va de nouveau communiquer avec le poste client, parce que c'est un réseau fermé. Il n'y a pas d'Internet dans ce qu'on fait. Dans le réseau. OK. D'accord. Pierre-Luc? Oui, je me demandais, Georges, j'ai oublié de te reposer une deuxième question par rapport à la commande dans les notes de cours Hyperroute pour activer le routage. La commande pour activer le routage, je me demandais, est-ce qu'on doit la faire avant de changer les noms des dossiers pour le mettre en DHCP ou statique ou ça ne change Non, rien? mais c'est On deux peut choses faire. indépendantes. C'est deux choses indépendantes. Le routage versus la config des cartes réseau, là, ça n'a rien à voir. Fait que d'un sens, il faut que tu fasses la commande du routage en premier, puis après ça, tu t'en vas changer les noms des dossiers ou. Non, c'est deux choses indépendantes. C'est parce Ok, que ok, 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 c'est dans bon. le cours, Je- il nous restait à faire le routage sur lui pour que ça ping de bout en bout. Ok, ok, ok. Donc, une fois que Fait c'est fait, que c'est activé, normalement, ça ping. Ok, ok. Fait que dans le sens, pourvu que c'est indépendant, tu peux le faire soit avant ou après, ça ne change rien pourvu que c'est indépendant. Ok, c'est bon, parfait. Good. Ben, tu le fais pas du tout. Ouais, mais. Après, quand je l'ai montré, c'est juste pour Ouais, montrer comment on passe de DHCP à statique. C'est tout. C'est autre ouais. chose. Ok. Mais, Ça n'a rien à voir avec le routage. OK, mais la commande du routage, c'est quand même grâce à cette commande-là, si on est capable de pigner de bout en bout du PC client jusqu'au CTOS, Oh, ouais, pareil. faut redémarrer le routage. Faut redémarrer le service qui gère les variables du noyau. OK, fait que d'un sens, tu fais cette commande-là, puis après ça, tu dois faire la commande pour redémarrer ton système ou. Tu fais. Ex- Exemple, qu'est-ce que je veux dire, c'est que tu appliques la commande du routage, puis si tu veux que le serveur prenne en compte cette commande-là, ben, tu dois-tu redémarrer avec le sudo système, etc., ou on n'a pas besoin? Là, tu rentres la variable dans routeur.conf, là. Oui? Puis après, tu redémarres ici, là, OK. le service. OK. C'était rien que ça. OK, c'est bon, parfait. OK, OK. Parfait. Je vais le noter Oui. tout de suite comme ça. Après, je sais pas si c'est Gaëtan ou Jonathan. Je pense que c'est Joe. Oui, moi, je suis capable de ping Google à partir de mon serveur Ubuntu, mais je ne suis pas capable de ping le CentOS ni l'interface utilisateur de Ubuntu. Non, mais ça, c'est normal. Si tu es passé en DHCP, tu t'es Oui, déconnecté du réseau fermé. Donc, c'est normal que tu pinges plus là d'un côté. OK, parfait. Là, le DHCP versus statique, c'était pour vous montrer comment on bascule du DHCP vers le statique. OK, D'accord? C'est autre chose. parfait, merci. Si vous en avez besoin pour le prochain TP. C'est pour ça que je vous ai montré ça. Si vous voulez ça ping de bout en bout, il faut être en statique. Il faut revenir en statique. OK, D'accord? Il ne faut pas être en DHCP. Parce que ça, c'est un réseau fermé. C'est comme les labs que vous faites en Cisco, là. C'est des réseaux fermés. Il n'y a pas d'Internet. Ça va? Vous êtes en OK, statique. merci. À partir du moment où vous êtes en statique, là, vous n'avez plus de connexion Internet. C'est normal. Ok? Oui, Gaëtan? Rapidement, je veux juste que tu me rappelles, dans VirtualBox, tu sais, au niveau des outils network, là, les cartes network, on case la case, on coche la case DHCP Enable. Elle C'est l'est quoi par défaut. l'utilité? Elle l'est Ouais, par c'est quoi défaut. l'utilité, c'est quoi, non? Si on la Ça, désactive, non, il faut la laisser activer si vous voulez aller sur Internet. Puisque ça, OK. c'est des réseaux NAT Network. C'est l'adresse IP auquel lui, il va donner une adresse IP dans cette plage. Et quand il va la reconnaître, quand tu vas envoyer un paquet, il faut qu'elle soit dans le 10.02 ou en tout cas dans l'IPv4 préfixe que tu as défini et que le Ouais. serveur soit activé pour qu'après il fasse le NAT avec la carte physique. Il faut avoir une adresse par le serveur DHCP de VirtualBox pour sortir sur Internet. OK. Si vous mettez votre propre adresse IP, elle ne sera pas reconnue par VirtualBox, il ne fera pas le lien avec la carte physique. OK. Ça va? Ouais. Donc pour sortir sur Internet, soit vous êtes en NAT, mais vous n'avez pas de communication avec les autres VM,
soit vous êtes en réseau NAT, là vous pouvez communiquer avec les autres VM, et en réseau NAT, il faut que le serveur soit DHCP soit activé et il faut que votre OS à vous, dans votre VM, il faut qu'il soit en DHCP. Il ne faut pas qu'il soit en statique. Quand vous êtes en statique, là, sur vos machines, vous ne pouvez pas sortir sur Internet. D'accord ? Il faut être en DHCP. Il faut avoir récupéré une adresse IP du serveur DHCP de VirtualBox. Si vous ne la récupérez pas, vous ne pouvez pas sortir. Parce qu'il ne reconnaît pas l'adresse IP comme étant celle du serveur, il ne va pas natter. Est-ce que vous comprenez? C'est bon. C'est pour ça que je vous ai montré comment basculer de DHCP à statique, parce que quand vous êtes en statique, vous ne pouvez pas aller sur Internet. Et si vous avez besoin d'installer un pactage, il faut vous remettre en DHCP, vous n'avez pas le choix. Ça va? Ou alors, vous ajoutez une carte réseau que vous mettez en NAT, puis vous l'oubliez là, mais elle vous permet d'aller sur Internet alors. C'est comme vous voulez. Ça va? Georges, Ouais. à partir du poste client, je ne parviens pas à faire le ping de Google. Mais sur le serveur, ça fonctionne. Mais sur le poste client, tu t'es mis en DHCP. Si t'es pas en DHCP, tu peux pas. Le test, on l'a fait sur le serveur. C'est bon. D'accord? Le poste client, là, je vous ai pas dit d'y toucher. Donc lui, il est en statique. C'est normal que vous n'ayez pas de connexion à Internet. C'est normal. D'accord. J'aurais peut-être une petite question sur le fly pour la dernière, Georges. Si le serveur qu'on a utilisé comme routeur, là, si on le clone, on va dire, sans le cloner à l'infini, si on le clone une couple de fois, c'est l'équivalent d'avoir plusieurs routeurs, right? Ouais. Fait que les cartes réseau, ils vont être capables de gérer ça. Je veux dire, ça va-tu comme se congestionner? Parce Tu que, veux dire. disons, Il faut changer. La première chose que vous devez faire, c'est changer le fichier machine ID, là. Ouais. Changer la valeur, parce que sinon, ça ne marchera pas. Okay. Deuxième truc, après, c'est si tu as plusieurs routeurs, c'est que nécessairement, tu as des adresses IP distinctes sur chaque interface. Tu ne peux pas les cloner, les heures. Okay. Donc, tu as une topologie, je sais pas moi, avec 3 routeurs, tu as cloné 3 fois, il faut que tu reconfigures tes interfaces sur chaque routeur. C'est ça, mais ils vont tout le temps utiliser les mêmes cartes réseau. Les deux mêmes, tu comprends? Ouais, 0S3, Puis, 0S8, c'est local, on s'en fout. C'est ça, puis tu peux faire ça, façon de parler, à l'infini, puis les cartes réseau vont gérer ça, il n'y a pas de problème. C'est local, la carte réseau. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que sur chaque machine, tu aies tes adresses IP qui sont distinctes, uniques, sur l'ensemble de ta topologie. C'est ça qui est important. Mais après, que les cartes réseau s'appellent toutes pareilles sur les 5 routeurs, c'est pas grave ça. C'est local, c'est pas transmis. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon. Ça va? Ça se peut-tu? Je le sais pas, tu sais, je demande ça comme question, mais est-ce que ça se peut mettre un serveur Linux en fonction, exemple que tu peux prendre la carte réseau ENPS0S3 puis que tu la mets en DHCP, puis l'autre carte ENPS8, tu peux la mettre en statique. Est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable? Oui, c'est faisable. Il faut juste voir OK, parfait. c'est quoi l'intérêt, là? C'est quoi que tu recherches à faire? Comme ici. C'est que des routeurs Linux, là. Ils sont tous clonés, là. Oui. Donc, ça peut être 0S8, 0S8, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'ici, à chaque fois, vous ayez des réseaux différents. Ici, ils sont différents par les NAT networks. Et donc là, ça, c'est un réseau, ça, c'est un réseau, ça, c'est un réseau, etc. OK. Ça va? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est quand réseaux. même mieux visualisé. 6 réseaux, puis là, une qui est vers l'Internet, donc elle est en NAT.
Bah, NAT Network, mais en DHCP. Pour être Ok. connecté sur Internet. Puis toutes les autres, ils sont tous en statique. Ouais. Parfait. Non, Ok. normalement, je pense que c'était défini dans le... Ah. Merci. Merci de m'avoir montré une petite image. Ici, ils sont donnés, les réseaux. OK. Donc, c'est tous des réseaux distincts. Donc, même si c'est des clones et que les interfaces qu'on connecte ont le même nom, ça n'a pas de conséquences. OK. Ça va? On va-tu avoir affaire à une topologie similaire? Si vous insistez, je peux vous la donner. Ben, pour pratiquer, moi, j'aimerais bien ça. Hein. Oh, pas de souci, je peux vous la déposer sur les A. Cool. Vous clonez, hein, je vous recommande de cloner là. Puis ne pas oublier de changer le machine ID. Puis après, c'est bon, vous allez avoir vos 4 routeurs fonctionnels. Après, soit vous utilisez Quagga ou pas, ou vous le faites à la main. Par contre, à la main, je ne vous ai pas montré comment créer les routes. Je peux vous mettre la commande dans le clavardage. C'est route add-net, puis tatata. Je peux vous donner la commande si vous voulez. Ou alors vous utilisez Quagga. C'est encore plus simple. Donc vous prenez le premier routeur, vous installez Quagga, ou vous prenez celui que vous avez déjà fait, là, puis vous clonez lui. Comme ça, vous avez direct les interfaces Cisco disponibles. Vous faites du RIP, là, puis c'est réglé. Vous avez vu le routage? Pas encore. Le RIP, on l'a pas vu encore. Ok, ok. Ça s'en vient. Si je me rappelle bien, Quagga, c'était l'affaire qu'on avait faite au dernier cours. Ouais, ou l'avant-dernier, c'était le Lab 8, là, Ok. sur comment ça s'appelle? Installation d'application. Ça émulait des interfaces de routeurs Cisco. OK, oui, voyons, le TP8 partie 3. C'est ça. OK, OK, ouais, parfait, parfait. Donc faites-le moi penser si vous le voulez, je vais vous le déposer, puis je vais vous donner la commande si vous voulez vous tester là. Ouais, j'aimerais bien. Juste me le rappeler dans Teams, Ouais. sinon je vais oublier. Parfait. Ok, on se laisse 5 minutes là, puis je vais présenter donc le prochain cours. Donc on commence à faire les premiers services réseau. Telnet, c'est pour vous montrer la notion de super serveur, sinon on s'en fout, là, c'est pas recommandé. Ce qui est important, c'est SSH. SSH en entreprise, là, tous les admins se connectent en SSH sur les serveurs. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Pour, SSH. pour qu'ils puissent travailler à distance, si on veut. Ouais, toujours. OK, OK. Comme sur les équipements Cisco, là, configurer SSH, là, c'est exactement pareil. Mais je me demandais, je le sais que nous, plus tard, notre travail, ça va se faire pas mal à distance grâce au protocole SSH, mais est-ce que ça se peut des fois qu'on aille en personne pour réparer des problèmes aussi, ou c'est un peu plus rare? Alors, en général, c'est quand vous sortez de la boîte, là, le Oui. serveur ou l'équipement, vous n'avez pas le choix que d'être en console puis de faire une config de base. Une fois que c'est fait, vous le raquez, puis après, c'est à distance. OK. Ah, OK. Parfait. Parfait. Nice. Donc, on se laisse 5 minutes, là, puis je vais vous présenter ça Parfait. tantôt. Pardon.
Et Stéphane, tu avais une question? Excuse-moi, Georges. Ouais. Je vais mettre une photo sur le clavardage. J'ai vu ça quand j'ai redémarré la machine. Ah oui, alors ça a marché ou pas? Non, ça n'a pas marché. Ok. Ouais, moi, j'ai la même pop-link. Je sais ton nom. Désolé. Abdesamad? Abdesamad? Ouais. Oui, j'ai la même problème. Ok. Le même message. Ok. Et après, quand il a fini de redémarrer, là, est-ce que tu as eu ton IP? Non. Là, ça rend bizarre. Vite fait, là, partage mon écran, parce qu'après, je voudrais faire le cours. En statique, ça marche, c'est en DHCP, là, que tu récupères pas tes adresses. C'est en statique, tu m'avais montré, tu avais récupéré tes deux adresses IP statiques, là. C'était bon. Exactement, ouais. C'était en DHCP que ça chie. Partage ton écran, puis va sur ton serveur, ouais. Là, je l'avais rechangé pour continuer le cours. Ouais, ok. Si tu fais IPAD, là, tu es en statique, c'est ça? Ouais, je suis en statique. D'accord. Si tu fais le sudo 4 de dhcp.orig, même quand tu appliques, il ne met pas d'erreur, donc c'est bon. Bon, on va s'en reparler demain, si tu veux. Parfait. Parce que là, ce que tu feras, c'est que tu éteindras tes VM VirtualBox, tu redémarres tout, ton serveur seulement, puis tu me diras si ça a changé de quoi ou pas. Ok, ça marche. Parce Merci. que là, à première vue, franchement, je vois pas de. Dans ce que tu as fait, tout est correct. Je vois pas d'erreur. Je sais pas, il est où le bug. Comme là, c'est un problème, je pense. Fais sudo journal CTL. Parce que je sais pas si c'est VirtualBox ou l'OS qui pose problème. -xe. Oh. C'est pas grave, fais la lettre Q là. Ok, ouais, -xe, pipe. XE, non, XE. reviens. Ouais. Un pipe, une barre verticale, grep, ENP0S3. Ok, c'est bon. DHCP lise. Ah, ça c'est V6, on s'en fout. C'est bien un Ubuntu Server 24.04 comme nous. Oui. Ok. On regardera demain, là, j'ai du temps, là, si tu veux. Je sais Ouais. pas si toi tu as du temps, mais on pourrait checker ça demain. Parfait. Je vais vous envoyer un message. Merci. Ouais. En matinée, je sais pas si toi tu peux. Oui, oui. C'est genre vers, je sais pas, 11h. Parfait. Pas de ça.
Juste m'écrire que j'oublie pas. Parfait, merci. On va essayer de trouver c'est quoi le problème. Mais toi, entre-temps, éteins tout et rallume juste ton serveur, puis dis-moi si... je sais pas si c'est un bug général de VirtualBox ou un truc vraiment, je sais pas là. Ok. Mais c'est bizarre parce qu'apparemment, EI aussi elle a le même problème. Je sais pas s'il y en a d'autres, en tout cas. On va checker. Ok, Telnet SSH, comme je vous ai dit, hein, Telnet, c'est parce qu'il y a un truc intéressant à vous montrer, mais sinon, c'est pour ça qu'on active hein, sur les serveurs, évidemment, c'est SSH. Puis SSH, la manière dont je vais vous le montrer, c'est pas par password. Ça évite justement de transmettre un password. On va y aller avec la cryptographie. On va y aller avec des clés, des trousseaux de clés. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, c'est la cryptographie pour se connecter sur, c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire, sur les serveurs. C'est des échanges de clés qui sont faits, une communication, puis voilà, je vais vous expliquer ça. Le Telnet, ici ça a changé. C'est plus OpenBSD là maintenant, ça a changé encore dans la 24. On voit pas ton écran, Georges. Ah, donc je l'ai changé dans le lab. Je l'ai retesté heureusement. Ils ont rechangé les trucs dans la 24. Donc ici c'est plus OpenBSD, en fait c'est juste InetD que ça s'appelle. Mais ça change rien ici, ça c'est vrai, super serveur internet qui gère des services qui ne fonctionnent pas sous forme de démons en permanence. Ces services sont supervisés et gérés par ce super serveur InetD. Et en général, c'est pour des petits services. Donc comme genre Telnet, avant, là, c'était géré par, quand on utilisait Telnet, c'était géré par lui. Ou ça peut être aussi du FTP, par exemple, quand c'est un petit serveur FTP, vous ne mettez pas de sécurité, vous voulez juste avoir un service FTP basique pour faire quelque chose d'assez rudimentaire, vous pouvez utiliser InetD, puis vous pouvez activer à ce moment-là un service FTP de base, grâce à ça. Donc il n'existe pas comme un service standalone où il y a toute une gestion à faire. En fait, tout se fait grâce à ce super serveur-là. Donc concrètement, ce super serveur-là, en fait, vous voyez, il y a genre discard, daytime, puis telnet, c'est ce que vous allez faire en lab. Là. Vous voyez. Donc en fait, c'est une ligne, puis c'est le InetD qui gère ici, par exemple, le service telnet. Et c'est vraiment pour des petits services qui ne sont pas standalone. Donc là, c'est un exemple pour vous montrer qu'il existe un super serveur. Mais après, tout ce qu'on va faire comme service réseau, genre DHCP, FTP sécurisé, DNS web, vous oubliez InetD. D'accord? C'est des services standalone relativement puissants qui se gèrent par eux-mêmes, et etc. D'accord? Là, c'est juste pour vous donner un contre-exemple de l'utilisation d'InetD qui peut être utilisé donc pour gérer des tout petits services comment dire, qui ne sont pas nécessairement activés en permanence. Comme le Telnet, ça va être l'exemple du lab. Donc pour activer le Telnet, il n'y a pas un service qui s'appelle TelnetD, ça passe par InetD, par le super serveur. C'est lui qui va gérer le Telnet. Ça va? Et donc ici, le fichier par lequel vous allez passer, donc c'est inetd.conf. C'est lui que vous allez modifier pour pouvoir activer le Telnet. Donc par défaut, dans le fichier inetd.conf, je vais limiter peut-être. Par défaut, ici, vous voyez, la ligne, elle est là. Ça, c'est comme ça au départ que ça se présente. Vous, ce que vous faites là, vous enlevez tout ce qui est la partie jusqu'au dièse ici. Puis là, vous venez d'activer donc le service Telnet. Vous ne touchez à rien d'autre. Il suffit juste d'activer la ligne. Elle est déjà prête, la ligne. Donc le format qui est indiqué ici, là, c'est un format prédéfini standard qui est parfait pour activer le Telnet. Ça va? Donc vous, par défaut, ça se présente comme ça. Et donc là, ce que vous faites, vous, c'est que... mince. C'est pas grave. Je vais l'enlever. Je vais reprendre N. Vous faites une double copie là, du fichier. La ligne off, puis vous enlevez jusqu'ici. Puis là, vous venez d'activer Telnet. Ça va? Et donc, ensuite, pour que ça marche, parce que là, vous venez de changer le fichier inetd.conf, il faut relancer le super serveur inetd pour que Telnet s'active. Parce que par défaut, il n'est pas activé.
Bon, moi, je pense que je l'avais déjà activé. Donc, il est activé. Ouais, ça, moi, il est déjà activé. Mais quand vous allez le faire, vous, le port 23, il ne sera pas activé. Alors, ce qu'il faudra faire, bah, c'est, je vous l'avais dit, hein, maintenant, tout se gère par un système CTL. Vous allez donc démarrer le serveur. Parce qu'il est déjà démarré. C'est dans le TP ce que tu parles là? Oh oui, tout ça c'est dans le TP. Ok. Ok. Donc je vous le montre pour que ça soit plus clair là. Et vous pouvez démarrer donc le super serveur soit inetd, soit inetutils, ça donne la même chose. D'accord? Inetd, c'est comme un raccourci en fait qui va démarrer inetutils. Inetd, c'est historiquement, c'est comme le super serveur dans les distributions Linux qui est standard. Donc ça c'est bon. Donc ici c'est plus open machin là, c'est juste inetd. Ça a changé. Pourquoi il change? J'en sais rien. Ça va? Donc c'est aussi simple que ça, là. Vous allez voir, là, il n'y a pas grand-chose. Puis vous allez avoir votre telnet d'activer, direct, comme moi, là, 23. Puis comme vous êtes à la fin du lab, de la petite application qu'on a fait, normalement, vous pignez avec votre poste client. Donc ça veut dire qu'à partir de votre poste client, vous devrez être capable de faire une connexion telnet sur votre... ah ouais, bon. Sur votre serveur. Ok, puis bah là, je pense que c'était lui qui avait. Moi. Ok. Donc là, je suis connecté sur le serveur. Voilà. Sauf que là, quand j'ai fait ça, on pourrait sniffer la communication. Alors vous pouvez sniffer, hein, si ça vous intéresse, si vous voulez le tester, là, vous pouvez sniffer les paquets à partir de votre serveur ou à partir du poste client. Vous avez une commande qui s'appelle tcp-dump. C'est un peu comme un Wireshark en ligne de commande. Vous indiquez la carte que vous voulez sniffer. Donc là, ça serait 0S3. Et je pense que c'est petit W, je crois. Là, vous indiquez le fichier, parce que sinon, lui, il va le montrer à la console. Mais si vous voulez garder ça dans un fichier, je pense, c'est moins grand W. Je vais vérifier. Je sais plus, c'est moins grand W. Si je veux garder moins W, petit W, c'est petit W. Donc là, si je veux sauvegarder ça, là, je fais sudo c'est quoi? TCP dump i sur enp0s3. Donc l'interface où vous faites la connexion, vous renvoyez ça dans un fichier, on va l'appeler telnet, et vous mettez le nom comme extension pcap. Comme ça, vous allez pouvoir l'ouvrir dans Wireshark. Parce que là, comme vous avez le serveur, vous n'avez pas d'interface graphique. Vous faites un pcap, un paquet de capture. Vous lancez la capture. Sur le PC, vous faites la connexion telnet. Là, sur le serveur, vous arrêtez la capture. Donc il a capturé 77 paquets. Donc moi, j'étais un peu bête, là, j'étais dans ETC. J'aurais dû être dans mon répertoire perso. Je l'ai appelé telnet. Hein. Telnet.pcap, il est ici. Ça va? Donc là, après, vous le prenez, vous le shootez sur le client. Sur le client, je me souviens plus s'il y a Wireshark par défaut. S'il faut l'installer. Il faut l'installer. Ah oui, lui, il est en statique. Tac, on va le mettre en... Ah mince. On va mettre en DHCP.
C'est bon. On va installer. Elle a la bug. C'était quoi ta commande initiale que tu as lancée pour être capturé du côté serveur? Sur le client, je parle, tu as mis une commande, je pas. Sur le serveur? Non, Sur le non. serveur, c'est Quand tu as eu lancé ton sniffer sur le serveur, tu es allé sur le un client. telnet. J'ai fait un telnet. OK. Mon but, Telnet. c'était de capturer la session telnet pour récupérer les identifiants en clair, pour vous montrer qu'on les récupère en clair. Si on sniff là, comme Fait que quoi t'as c'est fait, pas t'as ouais. fait un telnet avec un adresse 10, IP? ouais, 10 1 OK. 1 1, OK. l'adresse du serveur. D'accord. Ça va? C'est bon, merci. Ok, donc là il a fini, donc normalement Wireshark il est installé. Ah, je sais pas, les OS3. Ah, c'est parce qu'il faut être. Ah, mais c'est pas grave, il est installé. C'est correct. Donc là, ce qu'il faut, c'est aller chercher le fichier .pcap là, qui est sur le serveur. Tac, ici. Là. Mince. Il me semble qu'il y a une commande. Je sais pas si elle existe. Ouais, SCP. Donc je vais aller chercher en ETU sur le serveur. Tu es capable d'aller chercher le fichier sur le serveur à cause qu'on est configuré avec le routage, c'est ça? Non, c'est parce que les deux sont sur le même réseau. 10.1.1.50, 10.1.1.1. Donc il n'y a pas de souci. Non, votre poste client puis votre serveur, ils se ping. Là. Ouais. Ils sont sur le même réseau. Hein. Ça va? Puis là, je vais aller chercher. Ah mince. Il faut que je le déplace. Si je ne l'ai pas mis au bon endroit. C'était Telnet, Pcap, et je l'envoie donc vers. Ouais, bon, je vais le faire comme ça, parce que je ne sais pas c'est quoi le tilde. On va le mettre dans ETU. Là, je vais chercher slash home slash ETU slash telnet.cap. Et je l'envoie. Est-ce que je suis au bon endroit là? Bon, non, je vais le mettre dans l'autre. Ah, ça ne marchera pas. Je m'étais mis en DHCP. Se mettre en manuel, sinon ils ne verront pas. C'est bon. C'est parce que j'ai fait le lab sur. J'ai retesté le SSH, puis je l'ai barré. Pourquoi tu mets 2 points à la fin? Parce que je voulais qu'ils mettent ça dans METU, pas dans METU bureau. Ça. Oh, ok, ok.
Dans le fond, tu allé reconfigurer le SSH vu que tu l'avais Ouais, je l'avais barré activé. avec les Là. clés. Ouais. Donc là, je veux qu'il soit ouvert là, pour que je puisse copier rapido, sans Ok. qu'il me prenne la tête. Puis sur client aussi, je pense que j'avais fait une config. Normalement, il a mon telnet impeccable. Là. Ah bah non, il n'a pas réussi puisque. Vous n'aurez pas à faire tout ça, hein. C'est parce que moi j'avais déjà configuré le SSH de manière restrictive, ça fait que ça marche pas du premier coup. Tac. Ça devrait être bon. Tac. Ah. Telnet.pk doit être là. Chargé. Ah, encore fait la même erreur. Chaud. Il m'a dit qu'il l'avait téléchargé. Ah, ah ouais. Bon, il doit être là. Ok, c'est bon. Ok, donc là, après, si j'ouvre Wireshark, c'est bon, je vais ouvrir le telnet. C'est ici, telnet.pk. Donc ça, c'est la capture qui a été faite sur le serveur. Vous prenez un telnet data. Ouais, je pense que vous avez déjà fait ça, là. Tac, puis là, vous récupérez, donc... Non, on n'a jamais fait ça, mais est-ce qu'il y a un cours qui prévoit l'usage un peu plus exhaustif de Wireshark? Bah, normalement, ça, c'est dans le cours de réseau, là, que vous faites ça. Là, vous voyez qu'en clair, hein, on récupère les identifiants. Mhm. Tout ce que vous faites, là, on peut tout sniffer. C'est pour ça qu'on dit de ne plus utiliser le telnet. Donc ici, là, quand vous récupérez un flux de trafic, il ne faut pas y aller paquet par paquet, parce que là, oubliez ça. Là. Si je devais ici regarder, ok, je vais les voir dans les données. Ok, là, ça, c'est login. Je vais aller voir après le prochain telnet. Vous voyez que c'est l'enfer, là. On ne fait pas ça. C'est Là, fastidieux, hein? ouais, donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un des fichiers qui correspond au flux de trafic que vous voulez vérifier. Donc ici, telnet. Vous faites analyser, suivre, TCP stream. Et là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vous met toute la communication, toute la conversation de ce flux-là, direct. C'est pour ça qu'ici, Tu répètes ton menu, c'est c'est dans analyser. analyser, suivre,
Puis là, Ok. voilà, c'est TCP Stream parce que j'ai choisi Telnet là. Mais vous avez d'autres streams que vous pouvez chercher. Vous pouvez même faire de la conversation en téléphonie IP, là, conversation vocale. Mhm. Donc, Pour aller chercher le fichier, Georges, tu as fait quoi? SCP. SCP, c'est une Ouais, le copie. SCP, mais tu sais, une fois qu'il a été récupéré, tu as ouvert Wireshark. Ouais, puis j'ai fait dans Wireshark, vous faites fichier ouvrir, puis tu vas Ok. chercher le fichier. Ça va, tu fais file, ouvrir, là où il est. Ok. Ok. Ça va. Ouais. Ici, là, pour aller le chercher à partir du PC client, c'est où je l'avais fait. En tout cas, bref, vous faites SCP. C'est toujours source destination. La source ici là du fichier, comme je veux le récupérer, c'est un téléchargement, c'est pas un upload. Dans l'app que vous allez faire, c'est un upload. Ça va être le contraire. La source, ça sera là où vous êtes, vers le serveur. Mais là, le fichier, je veux le télécharger. Donc la source, c'est sur le serveur. Donc là, vous mettez ETU, c'est l'utilisateur qui va se connecter sur le serveur. Donc il faut qu'il existe, hein, cet utilisateur, mais ETU, on l'a mis partout. Vous faites après l'arrobas pour indiquer sur quel serveur. Donc c'est ETU, arrobas, vous mettez le nom, mais là on n'a pas de DNS, donc on met l'adresse IP du serveur. Ça va. Et après vous mettez 2 points et vous indiquez le chemin où se trouve le fichier. Donc là, je l'avais mis dans /home ETU, il s'appelait donc telnet.pcap. Espace, donc ça c'est la source, c'est une source distante. Et après je lui dis où est-ce que je veux le mettre. Donc ici là je suis dans bureau, mais moi je ne veux pas le mettre sur mon bureau, je veux le mettre dans home ETU. C'est pour ça que j'avais mis point. Pour dire que quand il va le récupérer, mets-moi ça, non pas dans le bureau, là, mais descend d'un répertoire, donc il va aller me le mettre dans Home ETU. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ouais. Ça va? Ça, c'est le format, ça, c'est la source. Tout ça. Ça, c'est la destination. Où est-ce que je le mets? Ça va? Donc là, genre, si par exemple, je suis dans mon répertoire, Home ETU, là où je veux le mettre, à ce moment-là, SCP, ETU. Le serveur, 2 points, là où se trouve le fichier. Alors mettez-le dans le dossier Home ETU parce que sinon, comme là je suis ETU, j'aurai un droit de lecture. Est-ce que j'aurai le droit de le copier? Je suis pas sûr si je le mets dans un dossier système. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans Home ETU pour être sûr de ne pas avoir de problème pour le copier. Puis où est-ce que je l'envoie? C'est là où je suis. C'est mon répertoire courant. Je mets le point. Donc ça c'est la source. Et ça c'est la destination. Donc la destination c'est dans mon répertoire courant. Au lieu de taper /home/ETU, je mets le point qui indique le répertoire courant. Où est-ce que je suis? Est-ce que vous comprenez? Ça va? Ouais. Et après, vous faites ça. Ah, j'ai oublié le sudo. Ah. Et donc là, bah, je l'ai récupéré. Là, il est là. Est-ce que ça va? Et après, bah, vous avez Wireshark, vous l'ouvrez dans Wireshark, et vous allez pouvoir faire. Bah, je l'ai enregistré, hein, j'ai enregistré, je pense, j'ai lancé l'enregistrement. Donc vous allez pouvoir ouvrir le fichier et vérifier que vous récupérez donc les identifiants en clair. Ça va? C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut plus utiliser Telnet pour se connecter. Ça va? Bah, évidemment, il y a quand même des protections, bah, si elles sont mises. C'est pas vrai qu'on peut sniffer aussi facilement, là, mais ils ont envoyé quand même que c'est en clair, donc c'est pas top. Ça va? Donc dans le lab, la première partie du lab, c'est ça, c'est de jouer avec Telnet. Puis vous pouvez faire ce que je viens de faire en plus, là, si vous voulez voir comment on sniffe, là. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez ajouter ça dans le lab en plus, là, ça peut être le fun. Puis vous pouvez le refaire après avec SSH, puis vous allez voir qu'avec SSH, vous récupérez les paquets, vous pouvez sniffer, mais vous allez voir qu'on ne voit rien dedans. Même si vous faites analyser, vous ne pourrez pas voir ce qui est dedans parce que c'est encrypté. Ça va? Quand tu parles de lab, Georges, j'en ai pogné un l'autre fois. Le dernier que tu as déposé, il s'appelle le Lab C, gestion mémoire.
Oh, c'est une erreur. Je suis trompé, c'était un lab qui allait pour le régulier. Je me suis gouré. Oups. Je pense que je l'ai enlevé là. Je m'en suis rendu compte, je pense que je l'ai supprimé. Ça n'a Ok. aucun rapport. Ok, je me suis trompé de classe. C'est quelque chose qu'on va faire à un moment donné, ça? Bah, ça, c'est ce que vous avez fait en installation de matériel normalement. Là. Gestion de mémoire, gestion de processus, C'est en première session. Installation de matériel. On n'a pas fait grand-chose en installation matérielle. Genre, je pense qu'il y a eu un cours, pour de vrai, là, il y a eu un cours qu'on a eu de l'amateur un peu. Mais honnêtement, il n'y a pas eu de cours là. C'est un peu n'importe quoi. Mhm. En tout cas, moi, je sais ce que je donne en installation de matériel. Gestion de mémoire, gestion de processus. On aurait aimé t'avoir, je pense. Bon, on va arrêter de faire des... Sinon, je finirai jamais là. Ok, CIA. Confidentialité, intégrité des données, authentification. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que vous allez avoir un cours de sécurité qui devrait normalement rentrer beaucoup en détail. Moi, je vais rentrer un peu en détail, ça sera sur la notion de certificat, parce qu'on va faire le web sécurisé là, dans pas long. Et il faut que je vous explique comment on génère des certificats, comment ça marche, etc. Et ça, c'est de la cryptographie aussi encore, les certificats. Donc là, c'est des premières bases que je vous donne, et après, on approfondira un petit peu plus, mais juste la partie certificat. Je ne vais pas approfondir la partie VPN, ça vous le ferez en sécurité. Mais c'est valable. Tout ce que je vais dire, c'est valable. Hein. C'est vraiment le standard en sécurité quand on utilise de la cryptographie. Confidentialité, donc comment s'assurer que le message transmis entre un émetteur et un récepteur ne sera pas intercepté et lu par une tierce personne. Donc ici, c'est ce qu'on appelle donc l'encryption des données. Les données ne sont pas lisibles quand on parle de confidentialité. Ça va? Donc les données non lisibles. Et vous avez des protocoles d'encryption qui servent à ça. Ils ne servent qu'à ça. Ça va? Donc il n'y a pas un protocole qui va vous donner confidentialité, intégrité, authentification. Il n'y en a pas. À chaque fois que vous avez une caractéristique importante pour avoir quelque chose de sécurisé, donc confidentialité comme les VPN puis le SSH, là, ça vous prend confidentialité, intégrité, authentification. Ça va vous prendre à chaque fois une suite de protocoles associés au standard qu'on appelle le IPsec. Là. À chaque fois, c'est une suite de protocoles et il faut choisir. En fait, il faut choisir le protocole et il faut choisir ce qu'on appelle la longueur de la clé qui va permettre de, par exemple, ici, d'encrypter les données. Et plus la longueur de la clé est longue, et plus c'est long à casser. Et selon le type de protocole que vous utilisez, il y en a qui sont encore aujourd'hui pas cassables, en date d'aujourd'hui. Intégrité des données, pouvoir détecter si les données transmises ont été modifiées ou non. On parle d'un hash numérique ou d'une empreinte numérique. Alors ce qui est important, c'est que là, si on fait juste l'intégrité des données, les données sont envoyées en clair. D'accord? Parce que le protocole, il ne fait que mettre une empreinte numérique sur le paquet qui part. Mais le paquet, il part en clair. Ça va? C'est pour ça que quand on parle de VPN, c'est tout le temps les trois qu'il faut. Pas juste un, c'est les trois. D'accord? Donc ici, l'intégrité des données, l'empreinte numérique, c'est qu'en fait, vous avez un paquet que vous voulez vous assurer qu'il ne soit pas modifié jusqu'à la fin. Vous allez prendre ce qu'on appelle une empreinte numérique de ce paquet-là. Donc c'est une valeur numérique qui est calculée à partir du contenu du paquet. Et on le met dans le paquet qui s'en va. On met l'empreinte avec. Et ça fait que le destinataire, quand il reçoit ça, lui, avec le même protocole, la même longueur de clé, etc., il va calculer de son côté, donc, l'empreinte numérique. Il va comparer avec l'empreinte qui a été placée dans le paquet. Et si c'est la même, c'est que le paquet n'a pas été corrompu, volontairement ou pas. Et si ce n'est pas la même valeur, c'est qu'il y a eu un problème d'intégrité, les données ont été modifiées. Même juste un bit, si vous changez juste un bit, le hash numérique sera plus le même. D'accord? Donc l'intégrité, ça permet d'assurer que les données n'ont pas été modifiées pendant leur parcours. Ça va? Mais les données sont envoyées en clair. Il n'y a pas d'encryption. Quand on regarde juste l'intégrité, le protocole n'encrypte pas. Il fait juste générer une empreinte. Et dernier truc, authentification, comment s'assurer que la personne à qui on parle au cours d'une communication est bien celui qu'il prétend être. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un système de clés. Ou on peut utiliser sinon une empreinte, c'est un système de clés, une empreinte numérique authentifiée. D'accord? Donc en fait, là, c'est comme une petite coche supplémentaire. On crée une empreinte numérique. On a une clé à nous, qui est une clé privée, cachée, secrète, que personne ne connaît. Et on
on l'utilise pour signer le hash numérique. C'est ce qu'on appelle une signature numérique. Ça va? Donc là, comme je l'ai signé avec ma clé, donc c'est une clé privée, à ce moment-là, j'obtiens une authentification du paquet en plus. Ça va? Donc en général, c'est ce qu'on fait. On prend une empreinte numérique et on la signe avec une clé privée. La clé est un paramètre d'une fonction mathématique appelée algorithme de chiffrement, qui permet de réaliser une opération de chiffrement, soit d'encrypter, soit de décrypter. Et il y a deux types de cryptographie. Vous avez la cryptographie symétrique, où on utilise la même clé pour coder, pour crypter et déchiffrer. Et vous avez la cryptographie à clé publique. C'est un trousseau de clés. Vous avez deux clés, une clé publique, une clé privée. Alors, clé publique, vous la donnez à tout le monde. La clé privée, elle est secrète. Elle est barrée, cachée, et vous la donnez à personne, évidemment. Si votre clé ici est connue, ça veut dire qu'elle est compromise, et donc toute votre cryptographie ne fonctionne plus. Hein. C'est plié. D'accord? Donc c'est super important qu'ici la clé privée soit dans un dossier fermé, où il n'y a que vous qui puissiez y aller et personne d'autre. La clé publique, ça c'est pas grave, vous pouvez la mettre sur Internet si vous voulez, on s'en fout. Qui dit clé publique, ça veut dire accessible par tout le monde, on s'en fout. Au contraire, c'est ce qu'on veut même. Donc là, quand on génère un trousseau de clés, c'est ce que vous allez faire en SSH, vous allez créer deux clés, et les deux clés, mathématiquement, elles sont liées. Et ça veut dire que si par exemple, j'encrypte avec la clé publique, le destinataire, il va... Non, si j'encrypte avec la clé privée, le destinataire, il va décrypter avec ma clé publique. Ça va? Il n'y a que la même clé issue du même trousseau, non, la clé publique, pardon, issue du même trousseau, qui peut décrypter ce qui a été encrypté avec la clé privée. Ça va toujours ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc là, quand je disais tout à l'heure, je fais de l'authentification, puis je vais utiliser ma clé privée pour authentifier l'empreinte numérique. Le destinataire, lui, je lui ai donné ma clé publique. Et quand il reçoit le paquet, avec la clé publique, il peut vérifier s'il arrive à décoder le hash numérique, bah, ça veut dire que c'est bien ma clé privée qui l'avait codé. Donc il est certain de qui ça provient, le paquet. Est-ce que vous comprenez? Ça va? C'est clair ça? Ouais. Ouais. Ouais, je t'écoute. Il y a une question ou non? Je continue? Okay. Principe au final, la clé publique déchiffre ce qui a été chiffré par la clé privée et inversement. La clé publique doit être diffusée largement, comme je vous le disais. La clé privée, par contre, elle est confidentielle. Et les deux clés réunies donc, forment un biclé ou un trousseau. Donc, quand vous allez faire le SSH utilise CIA et pour l'authentification, donc, il utilise un trousseau de clés. Donc, c'est pour ça que dans le lab, vous allez générer le trousseau de clés là, sur le poste client. Donc, une clé publique, une clé privée. La clé publique, vous allez la diffuser. La clé privée, évidemment, elle est cachée. Ici, là, en général, quand on fait de la cryptographie, on utilise les deux. D'accord? Au tout début, on va utiliser la cryptographie à clé publique et un protocole qui s'appelle Diffie-Hellman. Et parce que il faut que vous imaginiez que vous êtes sur un serveur distant, puis je sais pas, vous passez par Internet là pour vous connecter. C'est un réseau non sécurisé, Internet, donc les paquets peuvent être sniffés. Donc ça fait qu'ici, la cryptographie à clé publique, ce qu'on appelle le Diffie-Hellman, il résout un problème où il faut que j'arrive à envoyer des données avec un password, qui sont encryptées avec un password, et le destinataire, lui, faut qu'il ait le même password. Mais je ne peux pas l'envoyer sur Internet, c'est un réseau non sécurisé. Donc je suis barré là parce que j'ai pas de moyen pour arriver à utiliser le même password entre la source et la destination. Et la cryptographie à clé publique résout ce problème-là. Ici, avec le trousseau de clés. Donc avec les échanges de clés publiques entre la source et le destinataire, puis une fonction mathématique, là, un calcul mathématique, ils arrivent à se
mettre d'accord sur un password qui n'a jamais été envoyé, mais qui sera un password commun. À partir du moment qu'il a été généré, ce password, par la cryptographie à clé publique, là, le protocole Diffie-Hellman, ce password-là, il va être utilisé pour encrypter les données. Ça va? Et comme la cryptographie à clé publique, ici, il y a un trousseau de clés, en tout cas, il y a plein d'échanges, s'il y a beaucoup de traitements, c'est lourd. On évite d'utiliser la cryptographie à clé publique tout le temps dans la conversation, parce que c'est trop lourd. Donc en fait, la cryptographie à clé publique, là, avec le Diffie-Hellman, ça s'utilise genre les 5-6 premiers paquets pour arriver à s'entendre sur un password commun sans jamais qu'il ait été envoyé. Et une fois que c'est fait, c'est la cryptographie symétrique qui va être utilisée avec la clé qui a été définie entre les deux, la source et la destination. Et après, c'est juste de la cryptographie symétrique, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup moins de calculs, et donc ça fonctionne numéro 1. Donc les deux ici sont toujours utilisés. En premier, celle-là, en deuxième, celle-là. Et c'est le mot de passe, la clé en fait, la clé commune qui a été générée sans l'avoir jamais envoyée, c'est par un calcul mathématique là, que l'encryption après a lieu. C'est grâce à ça. Ça va? Oui, Gabriel? Dans le fond, une fois que la communication va être établie puis le champ d'authentification a été fait avec la clé privée, il n'y aura pas de transmission de cette fameuse clé commune-là. Dans le fond, c'est juste qu'elle va être utilisée de chaque côté pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, c'est ça? Ouais, elle n'est jamais envoyée, mais elle est utilisée pour encrypter les données. OK, ça marche. Parce que quand c'est une cryptographie symétrique, c'est la même clé pour chiffrer et déchiffrer. C'est ça, fait qu'il n'y a pas besoin après ça de continuer à la communiquer, cette clé-là, ça reste en local, puis merci, bonsoir. Elle est jamais communiquée. Ils se sont juste Ouais, entendus. de toute façon, ça peut être signifié. Ouais, ils se sont entendus grâce à la cryptographie à clé publique. Là. Ils ont réussi à trouver cette clé-là commune, sans jamais l'avoir envoyée. C'est une fonction mathématique là, avec des modulos, puis, etc. OK, merci. Donc, au final, la clé publique déchiffre ce que... Bah oui, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est bon. Donc, ça, c'est vraiment la réalité. Hein. Sur les serveurs Linux, là, quand vous travaillez à distance, c'est en SSH que vous allez vous loguer. Donc, le SSH, c'est le port 22. Utilise l'encryption des données avec la clé publique du destinataire et la clé privée de l'émetteur. Ah ouais. Oh. Ouais, je vais m'arrêter là. Celui-là, c'est quand même des choses à vous dire là-dessus. Là. Pour que vous compreniez comment ça marche. Faut que je fasse un petit schéma. Ouais, ça va être long. Cette slide-là, elle est longue. Le reste, non. Donc je vais m'arrêter là. Je vais revenir à slide 6, là. Il faut que je vous explique ici comment ça marche, puisque c'est ce que vous allez faire en SSH. Là. Vous allez voir que le serveur et le post client ils vont s'échanger leurs clés publiques. Et à partir de là, c'est ça. Donc, on fera ça mercredi. Oui, Stéphane? Oui, Georges, je disais tantôt que est-ce que on peut quitter la séance parce que c'est déjà, je sais pas. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, ok, d'accord. Merci. Bonne soirée. Bye. Ça va être quoi les TP en fait, Georges? Je ne l'ai pas déposé, je peux vous le déposer si vous voulez le TP associé à ce cours-là. Là. Ouais, puis l'autre que tu mentionnais précédemment avec Wireshark puis tout ça, là. Ben, c'est lui en fin de compte, j'imagine. Ça, c'est l'ajout que vous pouvez faire là, si vous voulez, à capturer la communication Telnet là. Parce que je ne l'ai pas mis dans le lab, donc c'est enregistré, vous pouvez le faire. Ça va. Puis l'autre truc que tu m'avais demandé, c'était le routage là. Ouais. Voilà, ça, je vais vous le mettre aussi. Mais lui, il est perso, hein. Il n'est pas évalué, rien du tout. Hein. Okay. C'est juste pour vous si vous voulez faire du clonage puis du routage. Là. Ça va? C'est bon. Je vais vous déposer donc le lab associé à ce cours-là. Donc fait on se revoit. Ouais. Fait que le lab que tu nous déposes, il est pas compté? Non, il y a un lab associé à SSH. Ok, c'est bon. Parfait. Oui, il est noté. Ok. Puis je me demandais, à la fin de la théorie SSH, tu vas-tu nous montrer avec les VM comment, puis tout, faire les commandes, puis comment setuper le SSH, puis etc., etc.? C'est dans le lab. Tout est dans le lab. Ok, parfait. Tout est indiqué.
Est-ce qu'on va avoir du temps pour faire ça, le lab, mercredi ou c'est à remettre Ouais. avant? Ouais, Non, non, ok. mercredi. Ok, parfait. Mais mercredi, je continue. Hein. Parce que j'avais prévu normalement de finir les SSH aujourd'hui. Là. Mais la remise du lab, c'est genre lundi prochain ou... Ouais. Mercredi, je vous laisserai un peu de temps, mais je vous laisserai pas non plus les 3 heures. Hein. C'est Déjà, bon. ça prend pas 3 heures. Mhm. Donc, après, le prochain, je pense, c'est DHCP, je vous montre. Donc, on parlera de DHCP mercredi. DHCP, est-ce que vous l'avez vu en Cisco? Est-ce que vous êtes rendu là? On verra pas. En fait, les 2 modules, il les skip. Ouais. C'est DHCP? C'est Eh oui. n'importe quoi, ça. asti. Il y a 2 modules, DHCP4, DHCP IPv6, puis il skip les modules, sous prétexte qu'on aurait vu ça en réseau 1, mais en réseau 1, en fait, c'est très superficiel. Non, c'est absolument pas, je sais pas. Sérieusement, comprend pas il pourquoi, là, y a des gens qui devraient se pencher sur comment ça se passe dans la AEC, hein, sérieusement. Bah ça, c'est à vous de... Si vous dites rien, ils ne pourront pas le savoir. Ouais, j'en fais un bout avec toi, là. Alors moi, je fais pas de clivage, là, je m'occupe pas de savoir les autres profs ce qu'ils Ouais, font. c'est normal. Non, mais de dire qu'il se passe des choses, je veux dire, on communique, mais il reste que... Non, parce que moi, si tu veux, je suis en conflit d'intérêts, mais moi je suis curé, donc c'est fini. Je suis en conflit d'intérêts parce que j'ai toujours proposé de donner les cours. Et si moi je me mets à chialer, bon, on va dire, bah ouais, il chiale, c'est parce qu'il voulait le cours. Donc, mais c'est pas On va faire notre bout de chemin, je pense. Pour les Bah, autres. d'après ce que j'ai compris, on était censé de le rencontrer jeudi passé, mais il est juste parti après le cours. Ouais, mais tu sais, il n'est pas disponible. Tu poses des questions, il n'est pas là. Bah, il j'ai skip des choses, envoyé puis un il est pas là. Mio aussi, mais il m'a jamais répondu. C'est de l'argent facilement gagné, excuse-moi. On va te dire comme je le pense, là. Parce que 3 quarts des cours, on finit de bonne heure, là, mettons. Là. C'est comme. Sérieusement, c'est puis après des... ça, bye non, mais bye. regardez, là. arrêtez, c'est ça mes cœurs. Là, Ouais, je trouve. Ben, on est Je encore trouve plus ça plate, écœuré que hein, toi, mais- là. Ouais, C'est c'est ça. Je veux dire, c'est du temps qu'on perd qui n'est pas rattrapable, là, à quelque part. Hein. Bah, aussi des connaissances aussi. Là. Ben Oui, oui, c'est surtout. ça. Parce que C'est moi, pas pire. mon cours de DHCP n'était pas prévu que je vous fasse le DHCP là. C'était genre comment on applique ça sur Linux, mais avec le requis comme quoi vous avez vu en Cisco. Ben, ce qui nous montre un peu avec le DHCP, c'est tu configures le serveur sur ce paquet tu fais ça, puis dans tout, c'est fini. C'est ça un DHCP pour lui. Là. Ok. Ouais. Et c'est cette... C'est la politique de... Fermez ma gueule. C'est bon. Ça. Donc, J'aurais pas mieux dit. Je vais pas relier ce que vous dites là. Puis je veux pas le savoir. Je le sais, je m'en doute là. Ah ben super, merci Georges pour le cours. Ouais. Donc on continue mercredi. Ouais. Si là, mercredi. C'est déposé. Ah, puis mercredi, je vous rendrai vos examens. Mais si vous voulez les voir, là, le lundi, moi je suis au cégep. Si vous voulez vérifier la correction, là. Ça va? Bon, il faudrait que vous passiez lundi. Si vous voulez avoir votre examen en main propre pour le checker. Pendant le cours, right, c'est ça. Okay. Ça va? Ouais, bah lundi, là. Bah même avant, d'habitude, je suis là un quart d'heure, 20 minutes avant. Vous venez, puis vous pourrez voir votre feuille. Cool. Ça va? Donc mercredi, je ferai le corrigé, mais vous l'aurez pas votre copie puisqu'elle était papier. Ouais. Ça va? Fait que tu déposes ça dans l'heure qui suit, Georges, les deux. J'ai un cours là dans 7 minutes. OK. Fait que dans la soirée. Le temps que je rentre chez moi, ça m'étonnerait. Ça sera plus demain. OK. Bon, ben, Si je suis de Québec, moi je suis pas de Trois-Rivières. Good. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Bye. Merci, bonsoir.